Bonjour tout le monde, bienvenue à la saison 3 du podcast Flash Formation. Très heureux d'être dans nos nouveaux studios de podcast. On remercie la gang des remarqués des studios de podcast à Laval. Très heureux de vous annoncer la saison 3 qui commence aujourd'hui pour 15 épisodes qui vont être très diversifiés. On va recevoir beaucoup d'invités. On est vraiment content de notre line-up. Steve, ça va bien ce matin? Ça va super bien, Simon. Puis sérieusement, félicitations. C'est toi qui as trouvé le studio. C'est vraiment exceptionnel. Je suis vraiment content, honnêtement. Je pense qu'on va avoir. On a upgrade ce projet-là qui est parti un peu comme ça, une idée, puis Ouais, qui prend de l'ampleur là, avec le nombre d'écoutes un peu partout. On remercie à nos fidèles auditeurs ouais. d'être à l'écoute à travers la province, à travers même l'Europe. On reçoit des messages de la France, de la Suisse. Bien, on vous salue de l'autre côté de l'océan Atlantique. On commence évidemment en remerciant notre commanditaire officiel c'est vraiment grâce à lui que le projet de podcast peut fonctionner. Donc, on remercie Francis Perrault-Varin, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Si vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour votre achat ou de renouveler votre hypothèque, c'est vraiment la personne à contacter. Donc, Francis Perrault-Varin chez Multiprêt Hypothèque. On vous remercie énormément, toute la gang de Multiprêt. N'oubliez pas que nos épisodes sont également disponibles sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube de Flash Formation, donc avec le beau visuel ici de notre studio ce matin. Et c'est un peu drôle parce que notre saison 3 commence le 11 septembre. C'est la journée Ouais, tout à un peu fait. spéciale. Steve, j'ai envie de commencer en te demandant, t'étais où toi le 11 septembre 2001? Ouais, j'étais au cégep. J'étudiais dans le fond pour devenir pompier en 2001. Puis quand c'est arrivé, c'était à la radio, je l'ai appris. Je ne l'ai pas appris par la télévision, c'est vraiment à la radio. On est en train de faire un travail sur les matières dangereuses. Donc, on est en train de faire un travail sur les matières dangereuses. On avait été visiter une usine. Puis, j'avais appris ça aux nouvelles. On est arrivé à l'école après ça. Tout le monde était assis dans la classe en écoutant la TV. Écoute, c'était vraiment. Ouais, on se souvient exactement où on était où. Hein? Ça devait être spécial là, d'être justement comme ça à l'école de pompiers. Ouais, Là. Tous les gars, c'est wow, OK, c'est un autre. il y a quelque chose qui se passe. Ben oui, puis c'est une date effectivement qu'on va se souvenir tout le temps, je pense, dans Totalement. toute notre carrière, toute notre vie. Effectivement, ça c'est drôle. Moi aussi, j'étais au cégep, mais c'était avant que que j'aille à l'école de pompiers. Puis OK. là, j'ai mon père qui travaillait dans un BGH à Montréal, puis je l'ai appelé, je disais, ouais, peut-être pas une bonne idée de sortir de là. Maintenant, il dit, ah Tout ouais, à date, fait. il nous évacue pas. Ouais, c'est pas grave, tu pourrais. Tu peux t'en aller de là. Exactement. Donc, aujourd'hui, épisode numéro 1 de notre saison 3, on va parler de structure de commandement. Plus précisément, de l'officier de secteur. C'est une demande qu'on a reçue. On a reçu beaucoup Ouais. de demandes via notre messagerie. Les gens disaient, hey, on aimerait ça approfondir parce qu'on a souvent parlé, exemple, de PC. On connaît un peu, on a beaucoup parlé du poste de commandement, c'était quoi son rôle. Mais officier de secteur, qui pourtant est un rôle hyper, hyper important, mais c'est quelque chose que des fois, on néglige un petit peu ou qu'on a moins l'occasion de pratiquer ou d'apprendre c'est quoi les rôles, les responsabilités, puis tout ça. Donc, évidemment, il existe, quand on a préparé l'épisode, on s'est dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de réalités différentes, autant que ce soit au Québec Totalement. ou en Europe. Les services incendies, vous avez tous des structures de commandement différentes, mais à un moment donné, je pense que le PC, le poste de commandement, peut jamais être aussi bon que ce que ces officiers de secteur vont y donner comme information. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on veut creuser comme question. Profiter de ta présence et de ton expérience, Steve, pour que tu puisses mieux nous définir ce rôle-là, finalement, là, de l'officier de secteur. Peut-être commencer un petit peu avec la base, surtout pour nos voisins européens. Ouais. J'aimerais ça qu'on définisse un peu les trois rôles au niveau de la structure de commandement. Donc, le PC, l'officier de secteur, puis l'officier d'unité. Commençons avec le PC. C'est quoi un PC pour toi? Le PC, c'est celui qui va orchestrer toutes les manœuvres sur les lieux. C'est lui qui s'assure de la sécurité, autant sécurité des pompiers que des citoyens. C'est lui qui va être en mesure de mettre en place tous les besoins qu'on a. Donc, toute l'aide qu'on a besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'entraide? Est-ce qu'il y a besoin d'appeler une ressource supplémentaire qu'on a au niveau de l'incendie, au niveau de l'intervention? Il ne fait pas seulement s'occuper de l'intervention, mais il s'occupe de tout ce qui entoure. Parce que quand on sort à l'extérieur, ben, on a besoin de changer nos cylindres. Est-ce que le PC a pensé à appeler le véhicule de ravitaillement d'air? Est-ce que le PC a pensé aux citoyens qui sont dans la rue de dire, OK, on doit les mettre
dans un endroit chaud ou peu importe. Donc, ce n'est pas seulement l'incendie. Le PC il est vraiment beaucoup plus large que l'incendie. Oui, assurément, il doit s'occuper de l'incendie, il doit s'occuper de l'intervention, il doit s'occuper des intervenants. Mais par contre, son rôle réellement, c'est de s'assurer que la scène, ben, tout est organisé, tout est bien structuré. Ça fait en sorte que l'intervention va finir plus rapidement et va être un petit peu plus efficace aussi dans toutes nos tâches et tous nos rôles qu'on a à l'intérieur. Le PC initial, ben oui, c'est sûr qu'on dit, OK, j'ai été PC sur une intervention. Le PC initial, assurément, c'est lui qui va s'assurer de dire où les gangs s'en vont, où les équipes vont aller à l'intérieur. C'est lui qui va orchestrer l'intervention au niveau tactique. Mais par la suite, c'est là que la structure de commandement va se mettre en place et qu'on va élargir un petit peu son rôle, puis il va falloir qu'il voit un petit peu plus large que seulement le bâtiment. Il faut qu'il voit tout au complet au niveau de toute l'entraide, les radios, la communication. Il y a énormément de choses, puis malheureusement, il ne peut pas penser à tout. Puis c'est là que le deuxième rôle, si on pourrait dire, arrive. Donc, la personne qui est PC va se fier sur celle que tu as parlé, les officiers de secteur. Exactement. Les officiers de secteur, on les voit souvent par étage. Bien, on peut même l'enlever. C'est réellement quand la structure se met en place, puis on commence à avoir de plus en plus de tâches qui sont faites, bien, on va mettre un officier de secteur. On va mettre un officier de secteur pour qu'il s'assure de la sécurité du secteur qui est attitré. Des fois, on voit ça comme un bâtiment de plusieurs étages. Ça peut être un bâtiment de grande superficie aussi. Ça peut être une intervention spécialité. Ça peut être une multitude de choses qui vont faire en sorte que l'officier de secteur va s'occuper d'une multitude de tâches. C'est lui qui va s'assurer qui va être les yeux d'un secteur, qui va être les yeux pour le PC d'un des secteurs. Ce qui veut dire que si demain matin, je suis PC, tu es officier de secteur au 2e étage. Ce que je vais m'attendre de toi, c'est tu me donnes un compte-rendu le plus clair possible, puis qui va me parler le plus possible sur c'est quoi nos besoins, c'est quoi que je peux faire pour te donner de l'aide. Est-ce que tu as besoin de plus d'outils, tu as besoin de plus de ressources, tu as besoin, quand tu vas sortir, d'avoir une ressource quelconque. On ne parle pas juste de la tâche au niveau bâtiment, on parle vraiment plus large. Puis on pense souvent, les officiers de secteur, le compte-rendu qu'ils doivent donner, c'est seulement sur la structure, sur l'évolution de l'incendie. Non, c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin que seulement le bâtiment et les tâches qu'on est en train de faire. Là, on parle de l'officier de secteur. On a donc défini le PC. L'officier de secteur, on va aller au 3e niveau, l'officier d'unité. C'est quoi la différence pour toi entre l'officier de secteur et l'officier d'unité? Un officier d'unité, c'est une tâche qu'il va faire. C'est réellement une tâche qu'il va aller réaliser. Et l'officier d'unité, peut être dans un étage ou peu importe. Il va vraiment regarder la tâche à faire et il va s'assurer qu'il y a un périmètre de travail qui est fait avec les pompiers pour s'assurer qu'il n'y a pas un pompier qui vienne donner un coup de gaffe à quelqu'un d'autre, qui vienne faire en sorte que le pompier qui travaille, s'il joue avec un outil mécanique ou quoi que ce soit, il doit s'assurer de la sécurité de ça. L'officier d'unité, on voit, dans les grandes villes, c'est un officier. C'est en quelque sorte, ça pourrait être même le rôle d'un pompier. Le rôle d'un pompier qui fait une tâche doit s'assurer de la sécurité tout autour de lui. Ça devient un officier en quelque sorte d'unité. L'officier de secteur va gérer plusieurs unités ou plusieurs tâches qui sont faites sur l'étage. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir le mur pour voir la propagation au niveau du mur, l'autre ouvre le plafond, mais c'est 2 tâches séparées, ça peut être 2 unités séparées qui font quelque chose. L'autre côté, on a une unité que lui, il ramasse, il met des bâches. Ça, c'est une tâche en soi. Il y a certaines villes, ils vont dire, c'est un pompier pour chaque tâche qu'ils vont faire. Mais ça prend un officier qui devient les yeux de ces 3 tâches-là. Le responsable, finalement. Le responsable, exactement. C'est lui qui va devenir le responsable. Donc, il ne peut pas être à la tâche. Si tu veux t'assurer de la sécurité puis de voir la vision globale, l'officier de secteur doit gérer des tâches et les officiers d'unité vont gérer la tâche et vont faire en sorte d'être sécuritaires dans leurs tâches. Est-ce que, selon toi, on a toujours besoin de mettre un PC? La question est niaiseuse, mais pour nos amis européens... Oui, tout à fait. Ça, Simon, on se demande, OK, c'est beau, quand on arrive, on a le PC initial, quand on arrive dans une situation.
Peut-être qu'il ne prendra pas le PC parce qu'on a besoin d'un PC en mode attaque, en mode sauvetage, peu importe. Mais une chose est sûre, il doit toujours, ça c'est incontournable, y avoir un officier qui prenne en charge le PC, le poste de commandement pour une intervention. Puis ça, il faut regarder sur nos voisins les rapports NIOSH qui ont été faits. Donc, les rapports NIOSH qui ont été faits vont répertorier que lorsqu'il y a un incident, un décès de pompier, l'une des premières recommandations, c'est que la prise en charge n'a pas été faite. Puis je pense, Simon, on a des statistiques. Bien, ce qu'on avait fait, nous, il y a quelques années, on avait ressorti des rapports NIOSH de décès. Donc, on avait pris 40 rapports du NIOSH, qui est l'équivalent de la CNESST, donc l'organisme qui s'occupe des décès de pompiers et de la santé et de la sécurité, mais aux États-Unis. De ces 40 rapports-là, entre 1998 et 2015, ils touchaient 67 décès de pompiers. 13 de ces 40 rapports-là mentionnaient comme recommandation que le premier officier doit maintenir le commandement puis effectuer un transfert de PC si c'est requis. Et 11 de ces rapports-là mentionnaient que le PC doit demeurer aux commandes du poste de commandement puis ne devienne pas impliqué dans des opérations. Non, exactement. Parce que évidemment, c'est très dur d'être les deux mains à la tâche puis de garder ta vision globale de ce qui se passe. Puis ça, moi, exemple, quand je suis arrivé jeune officier, c'était une de mes problématiques. Je voulais encore, je pense que c'est une problématique qui est commune. Souvent, quand les pompiers passent à lieutenant ou qui sont éligibles, bien, une journée, tu es en charge, l'autre journée, tu es sa palette. Ben, à partir de là, des fois, ça devient difficile de te détacher à travers ça. Puis je me suis vraiment aperçu à un moment donné, de dire, OK, là, je suis en train de défaire de la gaffe, mais je ne sais pas ce qui se passe en arrière de moi. Exactement. Puis je ne sais pas où sont mes gars. Donc, c'est là où j'ai compris, OK, il faut vraiment que je donne l'outil. C'est pas ma job, c'est de m'assurer de tout l'univers qui se passe autour et non pas d'être en train de vraiment les deux mains à la tâche. Puis tu l'expliques bien, puis ça reste qu'un PC. On dit, bon, mais on a les statistiques des PC. Un officier de secteur, c'est un mini PC sur un secteur déterminé. C'est réellement lui qui va s'assurer de la globalité de ce qu'il a de besoin, puis il va transmettre le message au PC. Puis souvent, on voit des officiers de secteur qui sont à la tâche. Puis c'est là qu'il faut se détacher de la tâche complètement. Si vous êtes un officier, vous vous assurez que tout le monde, ça va bien. Puis on le voit, il y a des rapports d'ailleurs qui ont été faits. S'il n'y a pas une prise de commandement qui est réellement solide, ben c'est là qu'on va y avoir des défaillances, qu'il va y avoir des accidents. Le PC doit être solide, les officiers de secteur doivent être solides, puis après ça, les officiers d'unité ou les personnes à la tâche, ben, ils doivent s'assurer de faire une tâche sécuritaire. Puis les officiers, s'ils sont associés à un officier d'unité, ben non, en effet, il ne faut pas qu'ils prennent la gaffe, il ne faut pas qu'ils prennent la hache, il faut qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas quelqu'un autour d'eux autres qui va passer parce que bon, mais on est en train de faire de la gaffe, puis lui est en train de... C'est l'officier qui l'a pris parce qu'il n'a pas regardé. Les pompiers, ce n'est pas leur rôle et responsabilité de s'assurer qu'il n'y a pas un pompier qui passe en dessous de la feuille de gyps qui va tomber. Oui, on est des personnes, en général, pompiers, on se débrouille, puis on aime ça faire la tâche. Tu sais, on est pompier, on a passé officier, et là, on aime ça travailler, c'est physique. Par contre, vous avez un rôle et responsabilité, puis c'est là qu'il faut réellement réfléchir à « OK, je deviens officier, ben, j'ai un rôle. C'est quoi mon rôle? C'est de m'assurer de la sécurité, qu'il n'arrive pas rien. Il y a trop d'accidents qui arrivent encore aujourd'hui parce qu'on a omis de voir quelque chose. On n'a pas pris en charge une sécurité ou l'intervention. Ben, quand tout le monde fait son rôle, quand tout le monde est à sa place, ça fait en sorte que l'intervention va bien. Souvent, des interventions qui n'ont pas bien été, c'est parce qu'on a eu une défaillance dans la gestion d'intervention. Il y a une maille en quelque part qui a fait en sorte que, on l'a manqué. Le mini-PC, comme on dit, les officiers de secteur, c'est la même chose. Leur rôle, c'est peut-être pas dans la rue en face du bâtiment, c'est à l'étage. Mais un PC, quand on arrive, on prend un exemple. Le PC, quand on s'attend qu'il soit en face du bâtiment, au secteur 5, qu'il soit identifié. Bien, si on dit qu'un officier de secteur, c'est un mini-PC, on s'attend à ce que quand on monte à l'étage, au deuxième, bien, l'officier de secteur soit où? Il soit un endroit où il peut nous accueillir, qu'il fasse en sorte qu'il va nous donner un compte-rendu de la situation. Combien de fois qu'on voit des officiers de secteur, on arrive au secteur 2, l'escalier est dans la section alpha du bâtiment, bien, il est dans la section Charlie, l'officier de secteur, à l'autre bout du monde, puis tu le trouves pas, tu sais pas il est où. Il n'y a pas le contrôle sur ses gangs.
Puis ton officier de secteur, ben oui, il peut jumeler ses gangs. C'est là une de mes questions. Est-ce que tu es mieux de garder ta gang avec toi? Parce que veux pas, si tu viens, le rôle devient difficile. Tu peux être officier de secteur et officier d'une unité, surveiller ta gang en même temps? Le moins possible. Tu sais, on pourrait poser la question, est-ce qu'un PC pourrait être un officier de secteur en simultané? Donc, ça devient un peu complexe. Un officier de secteur, dans le meilleur des mondes, va jumeler ses gars. Va dire, OK, vous en allez, je suis officier de secteur, je fais mon rôle et responsabilité, ce qui veut dire que je suis un PC. Un PC, quand on arrive devant le bâtiment, qu'est-ce qui fait que ces gars? Il est jumelle à l'autre. Il est jumelle à un autre gang. Tu arrives sur un étage, mais tu vas t'assurer de... Peut-être que tu vas les laisser proches de toi, tu vas faire une tâche. Ou c'est possible que tu puisses te servir de tes pompiers quand tu es officier de secteur pour faire des tâches qui vont t'aider. OK? Va me voir, écris-moi c'est qui les gangs, écris-moi. Tu sais, on est capable de leur déléguer quelque chose. On a une habitude, pompier, de tout faire au complet. Et on ne se sert pas de nos ressources, parfois, pour travailler. Les pompiers, là, on parle pour les grandes villes. C'est sûr que des villes un petit peu plus petites, ben, on va comprendre qu'un officier de secteur, à un moment donné, tu dis, OK, j'ai 2 pompiers avec moi. C'est pas la même réalité. Si on prend le restant du Québec, ben, un officier de secteur, tu peux attitrer comme PC un officier de secteur sans qu'il y ait des... Dire, OK, c'est beau, tu deviens un officier de secteur, c'est toi qui vas devenir mon officier de secteur au toit. Bon, mais parfait. Tu sais que tu vas accueillir le monde quand ils vont rentrer et tu vas attitrer des tâches à tes pompiers. Et après ça, ben, tu t'assures de la globalité. Un service qui est plus petit, on s'attend à ce que nos pompiers soient débrouillards et fassent en sorte que les pompiers, ben, peut-être ne sont pas supervisés par un officier. Il faut qu'il y ait la vision encore plus large de sécurité, de santé-sécurité, pour dire, OK, je n'ai pas un officier qui vient regarder si, quand je vais couper, s'il y a-tu des risques de projection avec la scie en arrière, il faut qu'il y ait le réflexe de dire, OK, j'ai besoin de regarder. Puis je pense que quand tout le monde s'assure de la sécurité d'une intervention, si on est tous responsables, ça revient au livre Extreme Ownership, quand tout le monde est responsable de toute la sécurité sur les lieux, puis de faire en sorte que l'intervention aille bien, ça fait en sorte que l'intervention a une finalité positive avec ça. Ça semble évident, mais c'est quoi l'importance de désigner c'est qui l'officier de secteur? Tu sais, dans le sens où tu arrives des fois puis on est plusieurs gangs. OK, mais c'est qui fait quoi, là? Tu sais, ça, c'est au rôle du PC, dans le fond, de déterminer qui devrait être l'officier de secteur ou comment tu vois ça? Ça, tout à fait. C'est le PC qui va déterminer, OK, tu deviens officier de secteur. Donc, il attitre quelqu'un parce que lui, sur sa table de PC, il va prendre, tout dépendant de comment on gère une table de PC, il va prendre l'unité ou encore l'officier et il va le mettre officier de secteur. Donc, quand il va vouloir appeler, parce que s'il y a 3 ou 4 gangs à l'étage, au toit, exemple, on va revenir au toit. Exemple, j'envoie 3 gangs au toit. Bien, les 3 gangs, je ne veux pas parler aux 3 gangs, je veux parler à une personne. Donc, je vais l'avoir attitré. Exemple, bon, ben, c'est une unité ou encore officier Lévesque. Bon, ben, OK, c'est le lieutenant Lévesque qui est au toit. Bon, mais je le sais, PC au lieutenant Lévesque, donne-moi un compte-rendu au toit. Tu parles à une seule personne, puis lui va te transmettre toutes les informations importantes. Donc, parce que s'il y a 3 tâches qui se font, il y en a un qui est en train d'enlever du soleil, il y en a un qui est en train de faire monter de l'eau, puis l'autre qui est en train de faire des périmètres parce qu'il y a de l'électricité, mais tu ne veux pas savoir si toutes les tâches sont faites. Tu vas parler à une personne, dire, OK, présentement, on s'est assuré d'un périmètre, on est en train de couper le soleil, on a environ 15 pieds de fait, puis l'eau, on va l'avoir éventuellement. Bon, mais ça va te donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Tu veux minimiser les ondes et la communication. Donc, c'est la raison pourquoi que l'officier, tu vas parler à une personne. Donc, oui, c'est important. Maintenant, est-ce que ça arrive des fois que tu arrives au toit, tu dis, OK, c'est qui l'officier de secteur parce qu'il n'a pas été attitré? Parce qu'on s'entend, c'est beau dans les livres, c'est beau dans un podcast de dire, OK, c'est le PC qui l'attitre. Ouais. On sait très bien qu'à un moment donné, tu as 3 gangs. Mais encore une fois, on vient à responsabilité absolue. Quand vous êtes 3 officiers, puis vous ne savez pas c'est qui l'officier, je m'attends à ce que mes officiers, il y en ait un qui le désigne. Tu as le lieutenant Lévesque, le lieutenant Atot et tu en as d'autres. Bon, ben, OK, le lieutenant Atot devient officier de secteur toi, prendre note. OK, je ne l'avais pas attitré, merci. C'est la responsabilité. Il ne faut pas attendre que ça soit tout le temps le PC qui va caler les shots. Ah, le PC ne me l'a pas dit, fait qu'on n'en met pas. Ben non, on le sait que ça en prend un. On le sait que du moment qu'on a plus que 2 gangs, on a un officier de secteur qui va être établi. Donc, c'est pas... on va les mettre en place du moment qu'on a 2 gangs et plus.
on a un officier de secteur qui va être établi. Un message de notre commanditaire officiel, Hell and Back. Bienvenue à la Minute Ellenbach. La Minute Ellenbach, c'est quoi? C'est des différentes capsules d'informations qu'on a développées pour vous. On va parler de l'être humain, on va parler de nos familles, la maladie, le cancer, l'impact de la maladie sur tous ces gens-là. On va parler aussi des solutions qui existent aux différents cancers qu'ils peuvent avoir. On va parler de la décontamination, c'est quoi, pourquoi ça arrive. On parcourt le globe pour aller chercher de l'information pour vous, pour savoir c'est quoi les meilleurs mécanismes de décontamination qu'on pourra mettre en place. On va parler de sa fondation qu'on a mis sur pied. On va parler de tout ce qui peut toucher des sujets hyper intéressants versus le cancer et la décontamination. Suivez-nous, on se revoit bientôt. C'est quoi les rôles et les responsabilités de l'officier de secteur? Vraiment, on a parlé tantôt du dénombrement, contrôler le nombre d'effectifs, voir venir les shots d'avance, c'est quoi la job qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'officier de secteur doit faire sur les étages? Bien, on prend un exemple. Vous avez 3 gangs qui sont en train de travailler, qui savent faire au travail. Bien, vous devez être responsable de la quantité d'air qu'ils ont. Parce que si vous avez les 3 gangs qui sonnent en même temps, donc à un moment donné, l'étage va se vider, puis il n'y aura plus de monde pour faire l'extinction de l'incendie. Prévoyez, donc c'est de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, quand je disais, bon, on essaie de voir les ressources, on prend l'exemple de les quantités d'air des pompiers. Bon, mais moi, je m'attends comme PC, quand tu vas me le dire, prendre note qu'on se prépare dans 10 minutes. On va avoir besoin de 2 gangs supplémentaires. Mes bouteilles, présentement, on est en bas de la moitié. Les gars travaillent, puis on n'aura pas fini le travail. Ça, c'est wow. C'est de l'or à mes yeux. Tu sais, c'est incroyable quand on regarde ça parce que, comme PC, tu es déjà en train de préparer. Puis si, quand je demande mon compte-rendu, tous les officiers de secteur me donnent un compte-rendu qui ont besoin de 2 gangs chaque, mais qu'est-ce que ça me dit? Tu as besoin de monter en code. J'ai besoin de monter en alarme. Tandis que quand tout le monde sort à la fin des bouteilles, bon, bien, tout le monde s'en va, puis tout le monde finit les bouteilles, puis c'est pas mal tout en même temps au début. Et là, j'ai 5 gangs qui me demandent 5 autres gangs supplémentaires. C'est parce que je les ai pas. Et là, j'ai pas fait en sorte de dire, OK, mais quand je dis les yeux du PC, les yeux des officiers de secteur, c'est là que ça va faire en sorte que l'amalgame de toute l'intervention va bien aller. Si mes officiers de secteur m'ont collé l'achat 10 minutes à l'avance, mais je le sais qu'il y a des trucks qui s'en viennent, puis il y en a qui vont arriver, ils vont pouvoir être en relève à mes gars. Mais s'ils ne me l'ont pas dit, ils ne me l'ont pas demandé, je ne peux pas savoir c'est quoi le travail qu'il y a à faire sur l'étage. Je ne peux pas savoir la quantité d'air que les gars vont rester. Donc, c'est là que c'est important, comme officier de secteur, de tous les rôles et responsabilités. C'est beaucoup un rôle de, oui, opérationnel sur le moment, mais c'est beaucoup un rôle, qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10, 15 minutes? Compte rendu. Oui. À quelle fréquence est-ce que tu t'attends que les officiers de secteur donnent leur compte rendu? Ça, les comptes rendus, c'est une belle discussion, ça. Il faut prendre en considération qu'il y a des comptes rendus qui sont plus importants que d'autres. Il y a des comptes rendus il y a des fois, il y a des gars que le feu est au 2e étage, propagé au 3e, puis au toit, il n'y a pratiquement rien. Je m'attends à ce que le compte rendu au 2e étage soit plus exhaustif que celui qui est au sous-sol. Donc, parfois, il y en a qui donnent des comptes rendus exceptionnels. Mais qui monopolisent un peu les zones. Exactement. Il ne faut pas vous monopoliser les zones quand vous donnez un compte rendu. Je m'attends à ce que, quand je veux parler à l'étage qui est au feu, l'étage qui est possiblement le plus à risque, bien, je veux avoir un compte rendu. Est-ce que tu as besoin de plus de jet au 2e étage? Est-ce que tu as besoin... La fumée, comment? Les conditions de fumée, c'est quoi exactement? Les conditions à l'intérieur, quels seront tes besoins? Est-ce que les gaffes de 6 pieds sont pas bonnes parce que c'est des plafonds de 12 pieds, puis là, on est rendu dans une aire ouverte. On va avoir besoin de plus de longueur parce c'est un bâtiment un peu plus grand que prévu, puis c'est ça que j'ai besoin de savoir. Mais de savoir que, OK, les solives sont côté-côté au sous-sol quand le feu est au 2e. Bon, c'est correct que je le sache, mais au tout début, non. Au tout début, ça ne donne rien. Puis au toit, de me dire, oui, c'est important le toit, de me dire la configuration du toit. Mais par contre, exactement, je veux savoir ma fumée où. Si j'ai de la fumée au toit, OK, j'ai de la fumée dans la section Bravo,
sur le côté secteur 2. La fumée est grise, elle est turbulente, densité à 4, tout le long du Solin. OK, ça vient de me parler. Là, ça vient de me dire, OK, je sais que le feu est au 2e étage, dans la section Bravo, il est en train de passer dans ma structure. Donc, j'analyse que, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ton alimentation d'eau au toit est rendue où? C'est là qu'il y a des besoins nécessaires que j'ai besoin de savoir. Là, s'il y a juste une gang et ils travaillent, bien, au toit, Tu vas avoir besoin d'autres j'ai mondes. besoin d'autres mondes. Dis-moi-le, mais allez-y. Quand on dit clair, net et concis, regarde, on a une fumée, densité à 4 au Solin, au niveau du toit, dans la section Bravo. J'ai besoin de 2 gangs supplémentaires, il faut monter de l'eau. Ça s'arrête là, c'est beau. J'ai pas besoin de savoir. Écoute, mais là, dans la section Charlie, il n'y a pas de fumée. Puis Alpha, il n'y en a pas de fumée. Mais là, écoute, peut-être ça serait pas mauvais. Je sais qu'il y a un skylight au milieu, puis OK, laisse-moi faire toutes les informations. Là. J'ai besoin de savoir c'est quoi ton besoin imminent, là, ton besoin le plus criant. C'est lui. Bon, mais parfait. Je comprends. C'est pas moi le PC, c'est lui. J'entends des fois, on a déjà entendu cette phrase-là, parfois, dire, ben, tu es officier de secteur. Non, regarde, c'est lui le PC. J'ai de la misère avec ça un petit peu parce que c'est vrai que c'est lui le PC, mais tu es quand même là pour aider à toute l'intervention. Des fois, la ligne est mince entre je veux aider, mais je veux pas lui dire quoi faire non plus. Mais je vois qu'il est en train de faire fausse route peut-être. Comment tu deals avec ça? J'adore ça quand quelqu'un me dit je te recommande. Officier un tel ou unité un tel, au PC, je te recommande de faire telle chose. Ça reste que c'est lui le PC, mais vous pouvez recommander des choses. Vous pouvez, tu sais, un périmètre d'accès interdit. Je te recommanderais de faire un périmètre d'accès interdit. Je vais rester en surveillance dans la section Charlie présentement. Je vais attendre que tu m'envoies des ressources pour valider. OK, parfait. Tu dis, ouais, mais là, c'est lui le PC, je ne veux pas le faire. Même chose, dire, on aurait besoin d'un autre jet. Puis trop souvent, on entend les gars, ouais, là, le PC, il n'a pas pensé à ça. Ben non, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Pourquoi? Vous êtes nos yeux. Vous êtes les yeux du PC. Puis sérieusement, faites le test là, quand vous arrivez en face d'un bâtiment. Là. Écoutez les ondes, puis vous allez me dire exactement comment c'est configuré, comment c'est fait à l'intérieur, comment... Sérieux, des fois, on n'a aucune idée de comment que ça se passe, mais on essaie d'avoir le plus possible un compte-rendu. Puis c'est pour ça, souvent, on va parler, exemple, à des partenaires qu'on connaît ou des officiers qu'on connaît. Pourquoi? On le sait que lui, il nous donne un bon compte-rendu, puis il va savoir exactement qu'est-ce qu'il nous donne. Fait que oui, ça arrive qu'on va demander un compte-rendu ciblé à une personne parce qu'on va avoir un compte-rendu qui est plus exhaustif. Sérieusement, les comptes rendus de dire, comme tu disais, Simon, ben c'est pas moi le PC, je reviens encore, responsabilité absolue. On porte tous l'uniforme de notre service d'incendie. Le citoyen, là, il ne veut pas savoir c'est pourquoi qu'il y a quelqu'un qui a dit quoi. Il veut que ça soit efficace, il veut qu'on soit professionnel. C'est un global, c'est un tout. Ben, on est tous responsables de la finalité de notre intervention. Si ça a bien été, on est tous responsables. Si ça a mal été, ben on est tous responsables aussi. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on voit puis qu'on ne veut pas dire ou peu importe. Puis on ne vous dit pas de le dire nécessairement au PC, mais on peut le dire à notre officier. Notre officier va prendre la décision de dire OK, gars, je vais le dire quand on va sortir, on va le faire. Dites le plus de choses possible pour que ça soit le plus clair. Des fois, on prend pour acquis il doit le savoir. Désolé, non, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis même les jeunes qui commencent, des fois, ils voient des choses que ça se peut qu'on n'ait pas vues. Ayez pas peur de passer le message. Puis je reviens, on est tous responsables du succès de l'intervention. Fait que si il y a quelque chose que vous voyez et que vous ne dites pas, mais comment le PC peut le savoir? Comment l'officier de secteur peut le savoir? C'est tout ça. Quand tu parles de responsabilité absolue, tu fais référence au livre, peut-être pour les gens qui nous écoutent. Extreme Ownership, responsabilité absolue de Jocko Willing. On avait déjà fait d'ailleurs un podcast sur ce livre-là, très, très intéressant de ce côté-là. Je vous invite à aller retourner en arrière dans saison 2, de l'écouter cet épisode-là. C'est un très bon livre qui devrait être, je pense, obligatoire pour tous ceux qui veulent devenir officiers. Dis-moi, l'importance de repasser à la table du PC après ton affectation. J'étais officier de secteur, il faut que je sorte dehors, je change ma bouteille. Ça te fatigue d'avoir des gens comme ça autour de ta table ou ça peut être une information importante? Comment tu vois ça? Non, regardez bien. Oui, c'est important de repasser à la table de PC parce que
il y a beaucoup d'informations parfois qui vont être, vous rentrez, exemple, vous êtes la gang initiale. Vous rentrez initialement à l'intérieur. Le PC a établi une sectorisation. Puis là, on prend un exemple. Mais si la sectorisation, on décide de dire, OK, là, on veut juste s'assurer que tout le monde, c'est clair, la sectorisation. Bien, c'est pas par radio que c'est clair, c'est visuel. Donc, si on a dessiné la sectorisation, puis là, on dit, OK, ça, c'est la section A, ça, c'est la section B, ça, c'est la section C, et ça, c'est la section D. Et là, présentement, on l'a dessiné, puis on le montre à tous les officiers pour s'assurer qu'eux, quand ils vont rentrer, encore une fois, c'est la sécurité. Si il y a un pompier qui devient avec un malaise, peu importe, on veut savoir exactement il est où. C'est important de repasser à la table de PC parce que s'il y a de l'information entre le temps que vous êtes rentré à l'intérieur et le temps que vous sortez, qui a été mis en place à la table de PC, puis qu'on veut passer comme message, oui, on le passe comme message à radio, mais par contre, il n'y a rien comme du visuel. Puis, l'autre point aussi, c'est que quand vous sortez à l'extérieur, vous nous dites, OK, c'est beau, 250, je m'en vais à l'extérieur. OK, parfait. On est en processus pour sortir. Bien, nous autres, sur la table de PC, vous êtes encore à l'intérieur. Donc, si vous me dites que vous sortez, vous n'êtes pas à l'extérieur au moment où vous le dites. Vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Et nous autres, sur la table, bien, on vient placer les pinouches, ou je ne sais pas comment les appeler, d'une façon différente. On les met transversales. Ça nous dit que vous êtes en chemin. Parce que s'il y a un effondrement de structure, s'il y a un phénomène thermique qui arrive, peu importe, s'il y a un accident, on veut savoir, bon, mais il y a une gang qui était en chemin, mais elle est encore en dedans. On veut savoir exactement ils sont où. Même chose si c'est des plaquettes. Bien, une plaquette, même chose. Si vous êtes en chemin pour sortir, il faut le savoir, vous êtes où exactement. Puis quand vous sortez, ça arrive des fois que le PC, ça se peut-tu qu'il ne vous voit pas sortir nécessairement, puis vous passez à côté du truck, puis vous en allez aux bouteilles. Mais moi, sur la table de PC, vous êtes encore en dedans. Il y a un effondrement de structure. Bon, ben, je m'attends à ce que. On va considérer que la gang est encore. Ben oui, exactement. Tandis que quand vous passez, je suis sorti à l'extérieur, y a-t-il une information que je peux avoir ou quoi que ce soit? Non, c'est bon, tu peux aller aux bouteilles. Et là, physiquement, je sais que tu es sorti. OK. Donc, oui, c'est une importance. Je ne vous dis pas de passer avec tous vos gars, mais l'officier, c'est une importance qui vienne à la table de PC pour nous dire, je suis sorti, toute mon équipe est là, je vais prendre un petit 10 minutes, mes gars sont fatigués. OK, parfait, c'est bon. Je t'ai vu. Je vois aussi la scénariologie, donc ton non-verbal. Si je vois que tu es exténué puis qu'il est arrivé quelque chose, peu importe, ben, c'est important de regarder les yeux des gars. OK, c'est beau, il est en contrôle. Ben, ça aussi, c'est un contact physique qu'on a que j'apprécie beaucoup. Quand on parle de structure de commandement, évidemment, on ne peut pas parler de ça sans parler de communication radio. Les fameuses communications radio, des fois, c'est difficile avec les parties faciales. C'est quoi les plus grosses problématiques que tu remarques en tant que PC avec les communications radio? Bien, écoute, il y en a plusieurs. Les communications, c'est un enjeu incroyable, là, on le sait. Parfois, il y a des PTT qui restent accrochés. Et ça, c'est une problématique parce que quand on veut passer des messages, on n'est pas capable de prendre les ondes. Puis, exemple, les gars sont en train de faire de la scie à chaîne ou peu importe. Et là, on entend juste la on scie à entend chaîne. juste la scie à chaîne puis on n'est pas capable de prendre les ondes. Mais s'il y a un message important qui doit se faire, le pompier, on ne peut pas y en vouloir, il travaille. Puis, on comprend qu'à un moment donné, la radio. Mais il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas causés par les officiers, mais par les pompiers qui ont leur radio. Les pompiers, on peut raquer et dire, ah ben, je ne check pas mon radio, je le mets où? Je parle jamais. Mais si ton radio est placé, qui vient, quand tu travailles, qui vient bloquer le PTT, ça fait en sorte que vous monopolisez les ondes, puis ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de parler. On ne s'entend pas, il y a des sons, puis souvent ça l'arrive. Souvent ça l'arrive, c'est quelque chose qui est une problématique au feu. Ensuite de ça, bon, ben, il y a la communication, en effet, des officiers avec les parties faciales. Le truc que je pourrais vous donner, faites des tests. Faites des tests avec votre partie faciale. Parlez dans votre partie faciale, c'est où que mettez votre appareil respiratoire, prenez un radio, puis prenez quelqu'un d'autre à l'autre bout de la salle ou à l'autre bout de la caserne, puis parlez quand vous allez parler. Est-ce que c'est mieux quand vous le mettez sur votre partie faciale, quand vous le mettez aux côtés de votre partie faciale, en bas un petit peu? Donc, jouez avec votre radio, puis demandez au gars, c'est où tu m'as entendu le plus? Puis encore mieux, enregistrez-vous. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça comme truc. Donc, enregistrez-vous et vous allez vous entendre. Hey, c'est de même que je m'entends. OK, c'est de même que je parle pas assez fort. Bien, ça vous donne un truc que quand vous allez arriver au feu, les messages sont beaucoup plus clairs. Puis, tu
tu sais, un moment donné, à entendre OK, tu peux-tu me répéter le message? Donc, 10-2, 10-2. Tu fais comme, ben voyons, pourquoi 10-2? Il ne me comprend pas. Ben, enregistrez-vous. Vous allez savoir ce qu'on entend. Donc, oui, c'est le truc que je pourrais vous donner, de dire prenez une radio, prenez vos radios, prenez vos parties faciales et réellement branchez-vous. Parce que c'est pas juste de parler Ouais. comme aujourd'hui au micro, ça va super bien, mais c'est quand on a une partie faciale qui fait en sorte que ça vient changer tout le son de nos radios. Secteur toit. Particularité du secteur toit comme officier de secteur. Qu'est-ce que tu recommandes comme petit truc des fois à faire? Secteur toit, c'est le secteur, écoute, c'est quand même assez, tu sais, on en parle souvent, c'est un secteur assez névralgique. Il y a énormément de travail à faire au toit. Il y a énormément de travail à faire au toit. Je le répète, c'est pas la ventilation qui est prioritaire. Il y a, il y a une manière super efficace à cette heure qui paraît qui éteint les feux, c'est de mettre de l'eau. Il paraît l'eau, là, ça l'éteint le feu, c'est extraordinaire. Donc avec ironie, l'eau est une priorité au toit. Et non seulement l'eau, on le sait qu'on n'éteindra pas le feu en faisant de ventilation. On va éteindre le feu avec de l'eau, puis l'eau va avoir un impact direct sur la vitesse à laquelle on va partir de l'intervention. Au toit, souvent, le feu est propagé dans la structure. Ben, ce qu'on vient faire, c'est de mettre de l'eau entre le parement de briques et le carré de madrier. Mais si vous ouvrez puis vous n'avez pas d'eau, ben, tu viens de propager ton incendie. Et là, l'incendie, il se propage encore plus. Il y a encore plus de place à éteindre et c'est là que ça vient allonger l'intervention. Donc, d'avoir de l'eau, du moment que tu vas ouvrir, tu mets de l'eau, tu viens minimiser énormément la vitesse de la propagation. Ensuite de ça, la configuration du toit. S'il y a le moindrement de fumée, faites attention. On n'a pas des barrières au toit, on n'a pas rien. Et l'officier de secteur, c'est d'une responsabilité justement de dire, c'est où mes dangers? Y a-t-il une cour intérieure? Y a-t-il des strobes que je dois faire monter? Y a-t-il quelque chose que je vais mettre un pompier, puis lui, il doit s'assurer de la sécurité que les gars ne tombent pas. On ne veut pas qu'un gars tombe de 3 étages parce qu'il y avait, peu importe. Les toits en pente, ben, le moins possible. Le toit en pente, on le sait, c'est pas quelque chose qu'on vient préconiser. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on disait, j'avais une discussion la semaine passée pour le cours de structure qu'on est en train de donner. T'sais. Puis je dis, quand on regarde le CNB, c'est quoi la résistance au feu d'un toit? Il y en a 0. Et pourtant, on vient exposer nos gars sur les toits. Les toits n'ont pas une résistance obligatoire. Les planchers, au niveau des murs, enfin, même, bon, ben, on a des résistances au feu qu'on doit respecter. Le toit, il n'y en a pas. Et on voit Les solives sont, tu sais, quand tu y penses de même, les solives ne sont pas gypsées. Là. Mais non. Dans l'entretoit. Les fermes de toit, ça a l'air libre. Les goussets et les panneaux qui sont apposés sur le toit, souvent, c'est ça on vient passer au travers. Donc, si vous voulez aller au toit pour aller piquer une perfo ou quoi que ce soit, faites-le sécuritairement dans une échelle. Assurez-vous dans une échelle aérienne ou peu importe. Exposez-vous pas sur un toit en pente pour on risque de glisser, on risque de tomber en bas. C'est pas quelque chose, puis on dit OK, on n'a pas le choix d'aller au toit. Mais non. On a des accès qu'on peut éteindre notre incendie, puis on le répète, c'est pas la ventilation qui éteint le feu, c'est l'eau. Comment faire pour appliquer de l'eau dans l'entretoit? Bien, vous pouvez le faire par en bas. Vous pouvez le faire par l'étage inférieur. Si vous allez au toit, c'est pour aller faire de l'exploration. C'est pour aller éteindre des vestiges. Et ça, faites-le dans une optique sécuritaire, dans une échelle aérienne. Prenez le temps de bien s'installer. Finalement. Exactement, c'est en plein ça. T'sais, on est capable d'éteindre le feu au toit de façon complètement différente. Ensuite de ça, au toit, oui, il y a l'eau. Je répète ça, parce qu'auparavant, on allait au toit dans une optique, c'est de ventiler. La culture flash, ben on l'a, c'est pas de ventiler. On n'est pas là pour ventiler au toit. On ne veut pas générer un flow path avec le toit, de dire on va ventiler au toit, puis ça va générer un flow path, puis on va évacuer. Oui, auparavant, on évacuait notre fumée parce que notre fumée n'était pas la même. Aujourd'hui, avec les produits synthétiques puis tout ce qui se passe, notre fumée n'est plus la même. Quand on crée une ventilation, on crée un apport d'air et souvent, on crée l'embrasement de nos gaz. C'est plus seulement de l'évacuation. Donc, c'est pour ça que l'eau devient une importance capitale. Est-ce qu'on arrête d'ouvrir au toit? Non, je n'ai pas dit ça. On va l'ouvrir, mais dans une optique différente. On va l'ouvrir dans l'optique de venir ventiler une fois qu'on a appliqué de l'eau, on a encore de la fumée, ou encore d'éteindre des vestiges qu'on aurait dans l'entretoit.
Donc, ventiler les fumées une fois qu'ils sont refroidis le plus possible, de façon à empêcher à ce qu'ils s'allument à travers ça. Encore là, est-ce que le toit se ventile quand même parce que c'est des dommages qu'on fait? Donc, c'est des dommages au bâtiment qu'on fait et oui. la réintégration des personnes après ça, est-ce qu'elle va être plus longue à cause qu'on a C'est ouvert ça. au toit à grandeur? Il y a des fois, c'est nécessaire. Il y a des fois, quand le feu est propagé, je vous le confirme, il faut ouvrir au toit. Tu sais, si tu veux mettre de l'eau entre le parement de briques et le carré de madrier, ben, tu n'as pas le choix d'ouvrir. Tu n'as pas le choix d'ouvrir le solin. Mais par contre, Attends d'avoir de l'eau au toit. tant avant d'avoir de l'eau, trop souvent, la job se fait. Puis, je vous le dis, On est vite pour ouvrir, mais on n'est Ah, pas vite pour mettre de l'eau. tu sais, tu peux pas dire on a ouvert le toit puis il n'y a pas d'eau. À mes yeux, c'est impossible. Tu dois avoir de l'eau. Fait que vous le savez, vous montez au toit, prenez les moyens en sachant que on monte de l'eau. C'est de l'eau qu'on s'en va monter. Donc, c'est réellement ça. Et au toit, ben oui, on parle de ventilation. On va avoir ventilé, c'est une belle place pour ventiler, puis ça s'évacue bien. T'sais, on peut avoir des solins ou peu importe. Par contre, la sécurité, quand vous montez de l'eau, même affaire, est-ce qu'on tout est assujetti, tout est bien ancré, tu ne veux pas avoir quelque chose qui tombe, peu importe. Vous avez à vous préparer, puis vous mettre sécuritaire, et ensuite de ça, on va faire le travail. Dernière question avant de te laisser aller, Steve. Les interventions plus spécialisées, hazmat, nautique, sauvetage en hauteur, espace clos. Le travail d'un officier qui n'est pas spécialisé finalement, qu'est-ce qu'il peut faire dans ces moments-là comme officier de secteur? C'est comme officier de secteur, puis c'est particulier parce qu'en effet, je n'ai pas l'expérience de plusieurs autres chefs sur les spécialités. Puis, la première intervention que j'ai eue comme spécialité, j'étais assez dans le OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi exactement? Puis, avec du recul, encore une fois, on est habitué. Il y a deux choses. On est habitué d'être très offensif. On est habitué de rentrer à l'intérieur, d'être agressif, d'aller éteindre l'incendie. Les spécialités, on est plus un côté défensif. Une tranchée, sauvetage, un hazmat. Il y a des choses que on doit rester un petit peu plus en arrière-plan. Il y a des spécialistes qui vont être là. Par contre, les spécialistes, il faut leur rendre la situation le plus sécuritaire possible et le plus efficace possible. Quand je dis la situation, est-ce qu'il y a un périmètre qui a été fait? Il y a des citoyens, sortez-les. Donc, assurez-vous que, un sauvetage sur glace, tu es spécialiste en sauvetage nautique. La glace, on le sait, bien souvent, on a une victime. Après 10 minutes, on se ramasse avec quoi? On en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres parce que les pompiers, on est agressif dans qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller sauver la personne. Malheureusement, on se met dans le trouble. Même chose, hazmat. Comment de fois dire, on va rentrer, on va aller voir. Et là, les pompiers s'exposent, ils deviennent contaminés. Une tranchée. Trop souvent, les pompiers, on a une victime, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter dans la tranchée, il risque d'avoir un éboulement encore. C'est toutes des choses qu'on a un sauvetage en hauteur. Le pompier, il va descendre sa montagne ou peu importe, on a quelqu'un qui chute d'une montagne. Le pompier décide de descendre, lui, s'il tombe. On s'expose toujours au risque parce qu'on est habitué comme pompier. Dans l'incendie, qu'est-ce qu'on fait? On a la solution. Le monde, il nous appelle pour qu'on règle la situation. Là, tu me dis, tu m'appelles, puis je ne ferai rien. Ça va au-delà de notre culture. C'est vraiment... Et qu'est-ce que les pompiers doivent faire? Bien, réfléchir. Est-ce que je m'expose plus à un danger? Quand tu as un sauvetage en hauteur, tu as besoin de cordage. Quand tu t'en vas sur la glace, tu as besoin de l'équipement. Quand tu t'en vas hazmat, tu as besoin de l'équipement pour rentrer à l'intérieur. Quand il y a une victime à l'intérieur d'un incendie, on a quoi? On a notre habit de combat et on a un jet. On a les équipements pour faire face au danger. Maintenant, quand vous arrivez dans une spécialité, est-ce que j'ai l'équipement spécialisé pour faire face au danger auquel je fais face présentement? Si c'est de le sauvetage nautique, tu n'as pas un bateau, est-ce que tu as un gilet? Donc, si vous ne l'avez pas, n'intervenez pas. Attendez que les spécialistes arrivent. Puis je ne sais pas si j'ai été clair mais c'est réellement de dire, si tu n'as pas l'équipement, attends, il y a quelqu'un qui va arriver avec l'équipement, puis il y a des décisions qui vont être prises, puis on veut prendre les décisions les plus sécuritaires possibles. C'est ça qui est dur des fois de retenir les gangs. Hein? Totalement. Donc, on a la culture du sauveteur d'aller sauver des gens. Tu m'appelles, je vais avoir une solution. Je vais avoir quelque chose qui va faire en sorte que je vais pas amenuiser la situation, puis je ne vais pas aggraver.
Mais par contre, très souvent, on regarde tranchées, sauvetage sur glace, hazmat, comment de gars qui s'exposent, comment de gars... Et on le voit souvent, on le voit énormément. Puis c'est ça qu'il faut arrêter. Dire, non, gars, on reste en retrait, on attend. Les spécialistes vont arriver, on les appelle, peu importe. Il n'y a pas rien qui est menaçant. Puis même s'il y a une vie de menacée, est-ce que je vais menacer 2 à 3 vies de mes pompiers pour aller faire le sauvetage quand que, présentement, je n'ai pas l'équipement? Tu sais, un sauvetage sur tranchée, c'est arrivé, il y avait 2 pompiers qui étaient dans la tranchée. On a dit, OK, vous sortez de là. Il dit, ouais, mais il y a une victime qui est là. Oui, je sais, mais la tranchée, il peut y avoir 2 pompiers de plus. Sauvetage sur glace, tu pourrais à un moment donner des statistiques. Ouais. Il y en a énormément. Puis combien de fois que la personne est là, veut aller sauver un chien, tombe à l'eau. Deuxième, oh boy, là, OK, c'est plus un chien, c'est plus un humain, ben, je vais aller le sauver. Et là, ça s'engendre. Ça déboule. Soyez pas la raison de notre appel. Donc, c'est... J'aime ça. Excellent. Hey, ben Steve, merci beaucoup pour cet éclairage pour l'officier de secteur. J'ai envie de terminer en disant Challenge Coin, si je le mets sur la table. T'as-tu le tien? Oui, attends 2 secondes, tu l'avais déjà préparé, hein? Tu l'avais déjà... et voilà. Super, excellent. Ça me fait plaisir de payer un café. Merveilleux, c'est bon. La gang, merci beaucoup pour cette émission. Merci de nous suivre fidèlement et restez à l'écoute pour un prochain épisode du podcast de Flash Formation.